Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette dernière étape du Tour de France. On va revenir sur le bilan des Bleus, les courses au top, les bonnets d'âne, les différents classements, que ce soit le classement de la course. On reviendra également sur le prize money. Vous allez voir qu'il y a quand même une grande différence par rapport au prize money chez les garçons. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Étape numéro 9. Je vais pas faire le résumé de cette journée déjà parce que il y a des moments où je regardais et des moments où je regardais pas parce que je faisais d'autres choses en même temps. C'était un petit peu le bazar par rapport aux autres journées de compétition. Donc ce qui fait que j'avais pas mes feuilles avec moi pour écrire ce qui se passait véritablement à l'écran. Après, du côté des garçons, j'avais pas non plus pris des notes pour la dernière étape. Donc on va dire qu'on a fait égalité de ce côté-là. Que dire de cette dernière étape? Forcément, ce matin, il y avait de la pression, en matinée, il y avait de la pression sur Pauline Ferrand-Prévot, parce que déjà, elle a eu le temps de savourer, on va dire, sa victoire de la veille, parce qu'on partait un petit peu plus tard pour cette journée-là, on partait à 15h, 15h30, mais surtout qu'il y avait une pression, parce que maintenant, il fallait pas se rater, il fallait mettre la balle au fond, et ce qui n'est pas si facile que ça, parce que là, elle avait de la marge, mais il fallait réussir à ce que tout fonctionne sur cette étape. Et elle se fait avoir quasiment dès le départ, dans cette descente où elle va être prise dans une cassure. Et on se dit, elle met à contribution son équipe, mais on sait très bien que vu le niveau de son équipe, qu'elle allait se retrouver très seule. Ce qui a aidé quand même énormément Pauline Ferrand-Prévot, c'est la perte de temps de Gigante à la fin de Jouplane, et le fait aussi que derrière elle, je pense que toutes les filles étaient assez proches les unes des autres, et qu'il y a eu des comptes d'apothicaire, premièrement pour faire craquer, pour que Kerbaol ne revienne pas, puis ensuite pour que Gigante ne revienne pas. Ce qui a énormément aidé Pauline Ferrand-Prévot dans cette journée, ce sont les côtes d'apothicaire de ses adversaires. Ce qui a obligé en fait ses adversaires à collaborer et à ne pas lui demander de relais. Pauline Ferrand-Prévot n'a quasiment pas passé de relais dans les 70 derniers kilomètres. Donc forcément, sur une étape comme celle-là, où on sait qu'on est le dernier jour de course, elle avait un peu plus de fraîcheur que par rapport à certaines autres filles qui, elle, était un petit peu plus en difficulté à cause de cela. Que dire d'autre du côté de cette journée? C'est que c'était pas l'étape du siècle. Bon, je l'avais dit ce matin lors de la présentation, je l'avais dit le matin lors de la présentation de l'étape, j'avais dit, oui, le problème c'est que soit c'est une étape qui est super, selon comment s'est passée l'étape 8, soit on va un peu s'ennuyer par rapport à cette étape 9, parce que tout le monde va jouer un peu sur les comptes d'apothicaire si quelqu'un a mis une branlée à tout le monde. Lors de l'étape 8, Pauline Ferrand-Prévot ayant mis une branlée à tout le monde, ça allait être difficile ensuite de faire la différence. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Oui, j'avais autre chose en tête. C'était déjà triste qu'il n'y ait pas le président qui vienne sur place. Parce que Français qui gagnent le Tour de France, ça n'arrive pas si souvent. Alors il l'a appelé au téléphone, mais c'est vrai qu'à une époque, je pense que certains présidents seraient venus sur place, parce que je pense que si un mec gagnait le Tour de France homme, je ne serais pas surpris de voir Emmanuel Macron sur place. Et deuxièmement, ce qui m'a énervé, deux choses m'ont énervé. Première chose, c'est le tweet de Marine Tondelier. Marine Tondelier qui n'a pas parlé une fois en 9 jours du Tour de France Femmes, ni qui a dit « Oh, le Tour de France Femmes va partir », qui n'a pas fait de teasing et qui essaye de faire une récupération politique absolument affreuse sur la fin. Comme quoi la récupération politique, elle qui se plaint tellement de la récupération politique de l'extrême droite, c'est devenu un sport national du côté des politiques en France. Donc ça déjà ça m'a énervé. Deuxièmement, le fait qu'il y ait Jeannie Longo. Je ne vais pas revenir sur mon aversion envers Jeannie Longo, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai que
Bon, ça m'a toujours énervé qu'il y ait Jeannie Longo et qu'on considère Jeannie Longo comme l'étendard du cyclisme féminin en France, alors que ça n'a absolument pas été le cas. Je pense qu'il faudrait mieux mettre en avant Catherine Marsal, par exemple, qui a remporté quand même pas mal de courses dans les années 90, ou une Edwige Spittel ou des filles comme ça, que Jeannie Longo, parce qu'il y a aussi une histoire du cyclisme féminin dans le temps, et notamment le Tour de France 55, où je crois qu'il y avait eu des courses féminines. Mais l'histoire du cyclisme féminin, le résumé à Jeannie Longo, ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve assez régulièrement en fait, pour tout vous dire, surtout quand on connaît les casseroles qu'a Jeannie Longo aujourd'hui. Bon, note de l'étape, 9 sur 20. Ouais, bah c'était pas l'étape du siècle. On m'a dit, c'est vrai qu'il y a quelques jours, on m'avait dit dans les commentaires, t'es vraiment très gentil avec les étapes du Tour de France féminin. Or, c'est juste que ce que je voyais à l'écran me plaisait. Voilà, et c'est vrai que parfois on s'ennuyait les dernières années un peu plus sur le Tour de France femmes que sur le Tour de France hommes. Mais sur les étapes de montagne, bon, bah déjà, on s'aperçoit quand même qu'on a 15-20 filles à un bon niveau en dehors au niveau mondial. Tac, ça décroche quand même assez sévèrement. Et ça, c'est. Voilà, c'est. Là, tu as des filles quand même qui finissent à 10 minutes aujourd'hui, alors que le rythme. J'ai pas l'impression que le rythme était si énorme que cela dans cette étape numéro 9. Mais avec la fatigue, avec tout, avec. Bon, voilà, il y a encore des grosses différences de ce côté-là, même si encore une fois, on a un niveau du. Enfin, dans le cyclisme féminin, pardon, qui s'améliore d'année en année. Et tout simplement. Comme on pouvait le craindre, il y a eu des comptes d'apothicaires assez vite pour prendre les places d'honneur et on avait abandonné hier soir, déjà, enfin la veille de cette étape, on avait abandonné l'idée d'aller chercher la victoire vu les écarts qu'avait fait Pauline Ferrand-Prévot. Donc c'est ce qui a joué également sur le fait qu'on n'ait pas eu tant de spectacles que ça du côté de cette étape, mais après on peut pas avoir du spectacle tous les jours. Je trouve quand même que sur ce Tour de France, ça a été plutôt pas trop mal. Voilà, on aurait aimé que sur d'autres grands tours, j'aurais aimé avoir le même spectacle sur certaines journées du Tour d'Italie. Donc ça a été plutôt intéressant. Mais oui, les comptes d'apothicaire, forcément, on nuit au spectacle de la course. Et puis la configuration de l'étape faisait que si la veille il y avait eu des grands écarts, on n'aurait pas forcément une grande course du côté de cette étape numéro 9, donc étape 9, 9 sur 20. C'est même pas fait exprès, là je viens de m'en apercevoir pour tout vous dire. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, bien entendu en plus Pauline Ferrand-Prévot. Jamais véritablement inquiété sur cette étape, à part en début de journée où elle se prend une cassure, mais c'est presque même plus une erreur de sa part que véritablement une envie de ses adversaires de faire la différence, les adversaires qui avaient en fait tout simplement, je pense, baissé les bras déjà la veille. Non, du côté de Pauline Ferrand-Prévot, moi je pense que ça a été un très beau Tour de France, bien entendu avec cette victoire. Cette dernière étape n'a pas été facile, elle finit avec du panache quand même avec cette attaque dans les 4 derniers kilomètres. Elle n'est pas obligée de le faire cette attaque dans le final. Elle peut se contenter, on va dire, de jouer, de rester derrière, de se relever même. Puis elle décide d'y aller, d'attaquer. Là, on peut comparer ça à Pogačar sur le dernier Tour de France, qui avait fait la même chose. En voulant être à l'attaque, en voulant être devant sur la dernière étape, alors qu'il aurait pu se relever. Pauline Ferrand a eu également cet objectif. Elle le disait le matin même avec le directeur sportif qu'elle voulait remporter cette dernière étape avec le maillot jaune. Mais je pense qu'elle voulait pas tout faire non plus pour aller chercher la victoire. Mais là encore, une fois, les comptes d'apothicaire, comme je le dis beaucoup dans cette vidéo, certains vont me reprocher encore des répétitions, mais je rappelle qu'il n'y a pas de texte écrit sur mon ordinateur. C'est totalement en impro et c'est du direct. Surtout, il y a très peu de cuts. Mais du côté de Pauline Ferrand-Prévot, ce qui vraiment l'a aidé, c'est cette bagarre pour éliminer Giganti, et forcément ça a collaboré entre les filles. On a collaboré pour éliminer Giganti, pour éliminer Carbaol. Forcément après derrière, Pauline Ferrand-Prévot, elle a pu les attaquer sur la fin parce qu'elle n'avait pas mis un coup de pédale pendant 70 bornes.
à l'avant du peloton. C'est vrai qu'on l'a vu, on lui a même pas demandé, hein. On lui a même pas demandé un relais, ce qui aurait pu être le cas. Et puis derrière, en plus, Vollering, je pense, n'a pas eu la bonne idée d'attaquer. C'était pas elle d'attaquer la première, Vollering. Pour moi, c'était une mauvaise idée parce que Labous à ce moment-là était en tête du peloton. Forcément, le changement de rythme a tué Labous. Et je pense que Vollering aurait dû jouer différemment. Mais oui, Pauline Ferrand-Prévot qui gagne ce Tour de France, qui a dominé ce Tour de France, on peut le dire, hein, sur les 3 étapes intéressantes, c'est-à-dire la première étape du samedi, bon, bah, elle met quand même des secondes à toutes ses adversaires. Et pourtant, c'est pas elle qui fait. Enfin, elle attend quand même un peu Marianne Vos à certains moments, on a l'impression. Samedi, dimanche, là aussi, elle a été au-dessus du lot. Donc voilà, ça a été une domination sans partage de la part de Pauline Ferrand-Prévot, qui a été tout simplement au-dessus du lot. Voilà, au-dessus du lot parce que faut quand même pas négliger qu'elle a été aussi à une époque au-dessus du lot en VTT. Je pense également que l'an dernier, elle a déjà fait de la route. Qu'elle n'est pas passée intégralement de la route au VTT. Elle faisait déjà de la route, je pense, l'an dernier. Et que qu'elle aussi, bah, il n'y a pas eu Longo Borghini, il n'y a pas eu le Reusser. T'en as certaines quand même qui avaient fait le Tour d'Italie, donc peut-être moins fraîches, hein, aussi. Giganti, Tour d'Italie, forcément peut-être moins d'énergie à ce moment-là. Et que ses adversaires ont montré des lacunes, alors que Pauline Ferrand-Prévot, ces lacunes n'ont pas eu de conséquences. Ferrand-Prévot, ces lacunes n'ont pas eu de conséquences. Vollering, Giganti, je pense, leurs lacunes ou leurs problèmes dans la saison, on pourrait penser également à Neviadoma, eh bien, ont eu des conséquences énormes à la fin. Donc bravo Pauline Ferrand-Prévot. Maintenant, la question est de se poser sur le futur, bien entendu. C'est vrai que l'objectif était de remporter le Tour de France, j'irais peut-être en année 2, en année 3, pas forcément dès la première année de ce contrat avec la Visma Lease the Bike. Donc il va falloir voir maintenant comment elle va réussir à conserver la motivation. Il va falloir trouver de nouveaux objectifs, tout simplement. Est-ce que ça va être de gagner un deuxième Tour de France? Est-ce que ça va être de gagner le Tour des Flandres? Pourquoi pas le Tour d'Italie? Ça va être l'interrogation désormais du côté de Pauline Ferrand-Prévot. Essayer de gagner les 3 grands tours, ça peut être ça désormais l'objectif de la Française. Après, elle l'a dit, elle veut profiter de cette victoire. C'est vrai qu'elle a plus le même âge non plus, et surtout dans sa carrière en VTT, elle a connu des moments très difficiles, des gros échecs, on peut le dire, et ces échecs-là, il a fallu les encaisser, et là, bon, elle marche sur l'eau quand même depuis 1 an, en termes de résultats, la malchance a l'air d'être partie, du côté de Pauline Ferrand-Prévot, et bon, bah, là, elle peut profiter désormais de ce Tour de France. Et est-ce qu'on la verra au championnat du monde? Peut-être pas sûr. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, cette année on a championnat du monde, championnat d'Europe en France. Ça peut être un réel objectif quand même d'obtenir le titre chez les filles. Et peut-être que sur les championnats du monde, on pourrait envoyer d'autres filles qui ont été performantes cette année sur le Tour de France, mais qui auront peut-être plus un rôle d'équipière du côté des championnats d'Europe. Et là, ça pourrait peut-être être intéressant pour Pauline Ferrand-Prévot, même si au niveau du parcours, me semble-t-il que c'est un parcours très punchy du côté des championnats d'Europe, hein, avec le Val d'Enfer, et qu'on a l'impression que c'est pas forcément là où elle est le mieux. Aujourd'hui, c'est pas là où elle domine le plus, c'est plutôt en haute montagne. Donc on verra du côté de Pauline Ferrand-Prévot quels seront les objectifs sur la deuxième partie de saison. Juliette Labous, c'est fou, hein, Juliette Labous, j'ai l'impression qu'elle arrive en forme, mais c'est trop tard. Non, c'est vrai. Là, aujourd'hui, sur cette étape-là, Juliette Labous, on a retrouvé Enfin voilà, elle a fait un énorme travail, Juliette Labous. Vraiment, sur la fin d'étape, les 25 derniers kilomètres, là, c'était impressionnant, hein, quand elle maintenait le tempo, alors qu'elle avait déjà vachement de kilomètres dans les pattes, à tenir l'avant du peloton. Elle avait fait énormément de travail dans la journée de Juliette Labous à l'avant du peloton. Assez impressionnante. Elle a vraiment été une énorme équipière aujourd'hui pour Vollering. Elle remonte, hein, quand même au classement général au final, avec Carvajal qui a eu des soucis, avec Giganti qui a perdu également du temps.
Puis quelques autres filles, hein, parce que je pense aux De Koninck, enfin au Félix De Koninck, qui ont eu un petit peu plus de mal également sur cette étape. Mais bravo Juliette Labousse, parce que depuis le début de saison, elle a fait quand même un travail d'équipière pour Vollering assez impressionnant. C'était la grande interrogation que j'avais en début d'année, de savoir est-ce que une Evita Music, une Labousse allait se mettre au service d'une Vollering qui semblait quand même être la leader numéro 1. Eh bien c'est ce qu'elle a fait, Juliette Labousse. Mais c'est vrai que quand on voit son été, bah, on se dit qu'elle est arrivée en forme trop tard. Il y a eu peut-être un souci dans la programmation, dans cette programmation d'état de forme, parce qu'elle arrive en forme, bah ouais, mais quand le Tour de France est presque terminé. Parce que c'est vrai que sur certaines journées, on ne l'a pas beaucoup vu. Juliette Labousse, heureusement, qu'il y a eu ce dernier week-end, où elle a été un petit peu plus à son avantage, et c'est vrai qu'elle a été très intéressante sur ce dernier week-end, mais c'est vrai qu'on peut avoir des regrets avec ce niveau de forme qu'elle avait. Elle aurait fait top 5 sur le dernier Tour d'Italie, sauf que sur le dernier Tour d'Italie, eh bien, elle n'avait pas cette condition physique. Donc c'est vrai que c'est ça qui est frustrant du côté de Juliette Labousse, mais un énorme rôle d'équipière. Deux autres filles dont on va parler en top. La première, quelle performance d'Émilie Morier. Quelle performance aujourd'hui de la Française de la Saint-Michel Aubert 93. Saint-Michel Préférence Home Aubert 93, ça veut toujours pas rentrer. Hein. Mais Émilie Morier, impressionnante. Elle finit avec Evita Music, mais devant Sant'Esteban, donc elle a eu quelques soucis, mais devant Castelline, devant Bauernfein, quand même, devant Ella Wiley de la Live Alula Jayco qui avait été très forte la veille, devant Malcotti qui a fait un très bon Tour d'Italie. La fille est professionnelle depuis un mois. Voilà. Non, il faut vraiment le répéter, elle est professionnelle depuis un mois. La saison que fait Émilie Morier est assez exceptionnelle. Encore une fois, Saint-Michel Préférence Home Aubert 93 chez les filles a trouvé un talent. Je rappelle que c'est eux qui ont repéré Marion Bunel, hein, aussi, et qui ont lancé Marion Bunel chez les pros. Ces dernières années, quand même, l'équipe féminine, elle arrive à trouver des sacrés talents ces derniers temps, parce que chez les garçons, c'est un peu plus compliqué. Alors chez les filles, ça marche super bien. Et là, ouais, pro depuis le mois de juillet, quoi. Et elle arrive à sortir ce résultat-là sur le Tour de France. Waouh! Waouh, 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 waouh. Non, c'est quand même très, très impressionnant de la part de cette équipe, qui, je rappelle, est certes en deuxième division, mais avec des moyens qui ne sont pas forcément énormes. Réussir à faire ça, c'est dingue. Et on voit quand même les résultats cette année. Alors certes, il n'y a pas de victoire, mais il y a quand même des places au Châle des Prages, une 10e place, au Grand Prix du Morbihan. Enfin voilà, il y a eu des résultats. Et la performance qu'a fait Émilie Morier sur ce Tour de France, Émilie Morier qui, grâce à ça, finit quand même 25, je crois, hein, 25, alors qu'elle a perdu du temps sur certaines étapes, mais elle finit 25 de ce Tour de France. Chapeau, voilà, chapeau tout simplement, parce que bah, à cet âge-là, déjà, il faut oser repartir sur le cyclisme. Hein. Elle faisait du triathlon, bah, faut oser à 24-25 ans décider d'aller sur la route chez les amateurs, d'avoir une sorte de double cursus, et ensuite d'arriver chez les pros comme ça à 28 ans. Non, très fort de sa part, et vraiment elle peut être très satisfaite. Elle qui était vice-championne de France amateur cette année, derrière Noémie Abgral. Noémie Abgral qui était chez les pros, chez Wingspace, en 2024, mais qui est repassé chez les amateurs en passant 4e du dernier tour du dernier tour de Charente-Maritime, voilà, qui a eu lieu sur ce dernier week-end. Vainqueur également de la classique féminine Val de Morteau, voilà, Noémie Abgral. Ceux qui veulent suivre ses résultats chez les amateurs, mais non, très très impressionnante, hein, Émilie Morier en termes de résultats. Ça va être intéressant pour la suite, vraiment, pour la suite, là, dans les semaines à venir. Je ne sais pas encore quel va être son programme, mais intéressant de voir ce que ça peut donner, parce que sur des courses d'un niveau moindre,
cette performance sur le Tour de France, elle peut vraiment l'aider pour la suite. Et puis également Nadia Gontova de la Wingspace, qui finit donc elle 23e du général, et très bonne dernière étape de Gontova avec cette 10e place aujourd'hui devant Van der Breggen, juste derrière Rouillekers pour Nadia Gontova. Donc très très belle performance également pour la Wingspace et pour cette jeune fille de 24 ans qui a déjà fini cette année 2e du Tour international des Pyrénées, Gontova. Donc là aussi, une fille à suivre, 15e du dernier Tour du Pays Basque aussi. Donc voilà, fille à suivre, Gontova, dans le futur, qui est donc dans l'équipe Wingspace Orange Steel, cette équipe française, désormais de 2e division, voilà, qui a été avant le fameux Stade Rochelet, et qui a un contrat jusqu'en 2027. Voilà, avec une équipe où on a notamment Marie-Morgane Le Dunf, Fiona Mangen, Aurélia Nerlot également, que l'on avait vu sur le dernier Etniusblatt, voilà, Aurélia Nerlot. Donc voilà, une équipe intéressante. On passe au plus-moins, du côté des plus-moins, Vollering. Il y a de la frustration pour Vollering à la fin de ce Tour de France. Elle n'était pas venue là pour faire 2e. C'était même marrant à l'arrivée, la différence de visage, la différence d'humeur, on va dire, entre Vollering et Nevia-Doma. C'est Vollering qui faisait la gueule alors que Nevia-Doma était resté 3e. Ben ouais, du côté de Vollering, à l'arrivée, une énorme déception parce que cette année, pour elle, c'était victoire sur le Tour de France. Elle ne s'attendait pas à perdre autant de temps en fait hier, lors de l'étape 8. Et puis je pense qu'aujourd'hui elle était motivée vraiment pour aller chercher la gagne. On a vu la FDJ Suez plutôt performante, on a essayé de faire la différence, la décision, et puis bah non, elle tombe sur une Pauline Ferrand-Prévot qui a été costaud. Peut-être erreur d'avoir voulu faire la décision à 6 bornes de l'arrivée, 5-6 bornes de l'arrivée, parce que il y avait Juliette Labousse dans ce groupe là. Pauline n'était peut-être pas forcément la plus rapide au sprint. Je pense que celle dont il fallait se méfier, c'était peut-être Fischer Black dans cet exercice-là. Donc en gros, Vollering, elle pouvait attendre l'emballage final. Pour moi, c'était pas à elle d'attaquer, c'était aux autres. Et elle, pourquoi pas, de contrer. Mais c'était pas à elle d'attaquer. Il fallait qu'elle reste avec Juliette Labousse et que Juliette Labousse l'emmène jusqu'à l'arrivée. L'écart avait été fait avec Sarah Giganti. Si Juliette Labousse faisait un petit tempo sur la fin, c'était bon, mais pour moi ça a été une erreur qu'elle attaque à ce moment-là. Après c'est vrai que Vollering, c'est pas forcément la spécialiste en tactique, Demi Vollering. C'est souvent qu'elle fait des erreurs. Là pour moi c'est une erreur d'avoir attaqué à ce moment-là. Elle se fait contrer derrière par Pauline Ferrand-Prévot. Heureusement pour elle, c'est que Nevia-Doma avait pas des meilleures jambes ou des très grandes sensations pour réussir à faire la différence. Mais c'est vrai que oui, pour Vollering, c'est forcément une déception. Ça pose également beaucoup de questions pour moi pour l'avenir, parce que certes, on m'a dit, oh là là, il y a eu la chute. Elle s'est peut-être pas remise de la chute. Moi, c'est pas l'impression que j'ai. Voilà, j'ai pas l'impression que les chutes aient eu des conséquences du côté du week-end. J'ai pas eu cette impression-là, personnellement. Mais j'ai juste l'impression qu'elle est tombée sur plus forte. Et que aujourd'hui, une Demi Vollering, il y a quand même il va falloir progresser pendant l'intersaison. Ça va être clair et net, parce qu'aujourd'hui, le niveau est beaucoup plus important et il va falloir être plus performante dans sa manière de courir en gestion de course, au niveau également de la tactique, où là, il va y avoir du travail à faire. Et puis aussi, du côté de Demi Vollering, il y a une réflexion, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle peut progresser en haute montagne ? Je ne sais pas. De base, Demi Vollering, c'était pas une grimpeuse. Contrairement à d'autres filles qui avaient un profil grimpeuse, je pense à Nevia-Doma qui a toujours eu un profil plus montagne, je pense à Pauline Ferrand-Prévot aussi qui avait peut-être plus un profil montagne que véritablement puncheuse, parce que quand elle gagne sur la Flèche Wallonne, elle part de loin, sur la Flèche Wallonne quand elle s'impose. Vollering, elle a toujours eu plus un profil puncheuse que pure grimpeuse de base. Et
bon, elle est devenue grimpeuse au fur et à mesure. Mais là, elle tombe peut-être tout simplement face à des filles qui ont des qualités naturelles qui sont meilleures que les siennes dans ce domaine-là. Là, je me dis, bah, est-ce qu'elle peut battre aujourd'hui les meilleures filles en montagne? Pas sûr. Le niveau a progressé globalement et je pense que autant dans le cyclisme masculin on a tendance à être de plus en plus polyvalent, autant chez les filles on était très très polyvalente et on devient de plus en plus spécialiste. Et je suis pas sûr que Vollering, avec son profil, soit la fille idéale pour gagner un grand tour avec une densité comme on a eu cette année sur le Tour de France. Je suis pas sûr aujourd'hui que Vollering, sur le Tour d'Italie, aurait battu Reusser, aurait battu Longo Borghini, par exemple. Donc ça, c'est une vraie interrogation pour moi dans le futur, du côté de Demi Vollering. Est-ce qu'elle a les qualités pour aller chercher des grands résultats en haute montagne? J'ai des doutes. Maintenant, j'ai des doutes avec Demi Vollering. On poursuit avec Kerbaol. Malchanceuse Kerbaol, enfin malchanceuse, oui, il y a une erreur, ce qui est très rare chez Kerbaol en plus, de tomber, c'est pas habituel chez Cédric Kerbaol. Là, bon, elle perd la roue avant, alors peut-être un problème de pression sur les pneus, peut-être un peu trop d'angle, tout simplement avec son vélo, et ce qui fait que l'adhérence n'a pas tenu, mais c'est frustrant, et puis en plus ça tombe vraiment au mauvais moment, elle met du temps à se relever. Là aussi, moi je me pose quand même des interrogations sur le fait d'avoir changé d'équipe, parce que j'ai l'impression que chez EF, elle est un peu seule pour une leader. Elle se retrouve souvent seule, elle n'est pas super bien accompagnée, et là bah, les minutes se sont égrenées, et puis l'écart a augmenté au fur et à mesure, avec l'incapacité de revenir devant. C'est dommage, voilà, pour Cédric Kerbaol, parce qu'on finit un peu sur une mauvaise note ce Tour de France, mais je crois me rappeler déjà que l'an dernier, sur le Tour de France Femmes, elle avait perdu pas mal de temps sur la dernière étape. Pour le moment, ça ne lui réussit pas, ces dernières journées de course. Donc il y a peut-être aussi... parce que là, bon, certes, elle a mis du temps à se relever, mais l'écart est passé de 3 minutes à 9 minutes à l'arrivée, hein. Pour Kerbaol, donc peut-être quand même que sur la fin elle a manqué de fraîcheur dans la dernière difficulté, et puis surtout pour moi elle a manqué d'équipière. Alors c'est vrai que l'abandon de Faulkner n'a pas aidé Cédric Kerbaol, peut-être qu'avec une Faulkner au top de sa forme, ça aurait permis à Kerbaol de limiter la casse dans les derniers kilomètres et d'avoir un petit peu plus de fraîcheur sur la fin. J'ai l'impression aussi que dans ce groupe de chasse, c'est un petit peu désordonné. Alors, on n'avait pas d'image de ce groupe de poursuite, mais j'ai l'impression que c'était quand même désordonné autour de Cédric Kerbaol. On nous disait à un moment, avec Marion Hérault-Garnier, que Bauer Fine et elle étaient partis dans la descente, puis après que ça s'était regroupé, donc il y avait peut-être du mal à créer une cohésion, à créer une organisation dans les portions de plat, et qu'au bout d'un moment, ça a fait augmenter cet écart. Mais oui, elle est tombée au mauvais moment. Et puis contrairement à Neviadoma qui a remonté vite, elle a mis plus de temps à remonter, et ça a eu des grosses conséquences au général pour Cédric Kerbaol, bon, qui reste quand même dans le top 10, hein, mais c'est vrai que on passe de la 5e place à la 8e. C'est sûr que c'est pas du tout la même chose pour Cédric Kerbaol. Voilà, en termes de résultats, d'un très bon résultat, on passe à un résultat beaucoup plus modeste, voilà, du côté de Cédric Kerbaol. Donc c'est dommage, puis en régression par rapport à l'année précédente, alors que j'ai eu l'impression que moi sur l'étape de Saint-François-l'Auchamp du col de la Madeleine, elle était mieux que l'année précédente. Donc voilà, cette sensation-là n'est pas confirmée par son résultat à la fin au général sur cette épreuve. Je termine avec Bégaud. Ouais, bonnet d'âne du jour, il y a encore du travail pour la haute montagne. Si elle veut progresser, enfin si elle veut être leader du général dans les années à venir, il faudra forcément progresser en haute montagne. Encore une fois, après, est-ce que ça a un intérêt pour une Julie Bégaud? Moi j'ai l'impression quand même qu'elle a plus un profil puncheuse. Quand on le voit, c'est sur ce type d'étape qu'elle a eu ses meilleurs résultats aujourd'hui, Julie Bégaud. Je pense qu'il faudrait mieux travailler
sur ces épreuves-là que plutôt vouloir à tout prix aller en haute montagne pour forcément peut-être avoir des résultats plus modestes parce qu'elle n'aurait pas les qualités pour être performante dans ce domaine-là. Je pense qu'elle a plus intérêt à travailler sur le punch aujourd'hui du côté de Julie Bigot et de travailler sur des épreuves plus modestes en termes d'altitude et en termes de dénivelé positif. Voilà. Après, c'est peut-être seulement un manque d'expérience, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'étape a été compliquée voilà, pour Julie Bigot qui finit donc 3e du classement des jeunes, puisque même Tissia Rio, lui, est passé devant. Et puis à plus d'un quart d'heure de la néerlandaise Nienke Vinke, qui a quand même mis aussi 4-5 minutes, 3-4 minutes à Tissia Rio sur cette étape et qui quand même finit assez loin. Hein. Vinke, 19e seulement du général, ce qui n'est pas exceptionnel pour un maillot blanc, là aussi du côté de la néerlandaise. Et ben on passe tout de suite aux coureuses au top. Attaque de Marlou. Les coureuses au top, je commence avec Van der Breggen. Réaction de championne. Réaction de championne. La veille, elle prend quand même un éclat. Hein. Lâchée à 14 bandes de l'arrivée, elle explose complètement Van der Breggen. Bon, elle peut dire, voilà, je bazarde de tout. Le lendemain, voilà, je laisse couler, on va dire. Voilà, j'attends que la course se termine et puis voilà, ou je peux même abandonner le soir même. Et puis non, elle repart le lendemain, elle va au contact et puis décide de prendre l'échappée qui avait déjà très peu de chances d'aller au bout vu les écarts, mais en plus avec la perte de temps de Gigante, c'est sûr que ça a un peu accéléré les choses, plus à un moment une accélération de Vollering dans Jouplan qui n'a pas aidé. Mais ouais, du côté de Van der Breggen, réaction de championne à 35 ans, elle a déjà eu des résultats, mais voilà, c'est le Tour de France. Elle n'a jamais pu faire le Tour de France. Elle voulait le faire à tout prix. Elle voulait montrer qu'elle n'était pas ridicule. Voilà, sur cette étape-là. Moi, j'ai bien aimé voilà, cette attitude d'Anna Van der Breggen aujourd'hui, qui a tout donné, qui a fait les efforts. Avec son palmarès, elle n'était pas obligée de le faire. Avec son palmarès, elle n'était pas obligée de repartir même. Hein. Là, on sent que c'est la passion quand même qui a joué, l'envie voilà, il y a encore cet objectif-là, Tour de France. Anna Van der Breggen, quand l'an dernier, elle dit qu'elle reprend la course, pour moi, elle prend plus un risque qu'autre chose. Avec son palmarès à elle, on n'aurait rien dit si elle n'avait pas repris. On aurait dit, bon, le Tour de France arrivait trop tard pour elle, mais elle avait déjà beaucoup donné pour le cyclisme féminin sur les années 2010. Et puis non, elle repart à l'attaque, Anna Van der Breggen. Et ça donne cette performance quand même qui est intéressante avec cette échappée. Alors oui, sur la fin elle craque, mais bon, elle a fait quand même beaucoup d'efforts sur l'étape. Et puis la portion de vallée entre le col de Jouplan et le col du Cordier, forcément ça n'a pas aidé pour Anna Van der Breggen. Mais moi j'ai bien aimé la réaction, voilà, la réaction de championne, cet état d'esprit. On repart à l'attaque, on repart au combat. On a eu une journée compliquée la veille. Pas grave, on réattaque, on va se refaire mal au niveau des jambes, mais voilà, il y a un objectif du côté d'Anna Van der Breggen et on essaye d'aller au bout. Donc bravo du côté d'Anna Van der Breggen. Bravo aussi, c'est Niewiadoma. Pourquoi je mets Niewiadoma au top? La régularité de Niewiadoma au haut niveau depuis, je sais pas, 7 ou 8 ans, en dehors des néerlandaises, parce que c'est sûr qu'on a eu... on a eu Van Vleuten, même Van der Breggen, mais en dehors de ces filles-là, la régularité qu'elle a depuis 10 ans est juste dingue. Voilà, c'est juste dingue ce qu'elle arrive à faire, Niewiadoma, parce qu'elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Ce qui est extraordinaire. Extraordinaire. Alors on pourrait dire oui elle est encore jeune, oui mais elle est là depuis très longtemps, elle est arrivée très jeune comme Juliette Labousse chez les professionnels, en plus elle est arrivée, les deux sont arrivés à l'époque dans la grosse structure qui était la Rabobank. Au bout de 10 ans, elle peut dire bon, voilà j'ai fait le tour, plus de 10 ans au haut niveau, j'ai fait le tour, et elle a toujours la motivation, elle a toujours le sourire, Niewiadoma. C'est je pense la fille la plus sympathique au monde, Niewiadoma.
Mais derrière, quand il faut aller au charbon, elle est là. Là, sur cette étape-là, on sent que sur la fin, c'était dur, mais elle s'accroche derrière Vollering, derrière Fischer Black. Elle s'est accrochée, elle finit 3e de ce Tour de France. Elle est arrivée, elle est contente. Comme l'an dernier quand elle s'était imposée, parce que voilà, elle a réussi. L'année n'a pas été simple pour Niewiadoma, ça n'a pas été un long fleuve tranquille du côté de la polonaise, elle a réussi à toujours sortir les bons résultats au bon moment, je pense dans sa saison. Et ouais, moi, ce qui m'impressionne chez Niewiadoma, c'est cette régularité. C'est la fille la plus régulière. Je pense que chez les garçons, il n'y a aucun mec qui arrive à être aussi régulier que Niewiadoma sur une période aussi longue. Parce qu'on est sur une période très très longue du côté de Niewiadoma. Il n'y a pas de trou dans ces dernières saisons. Ça, c'est ce qui m'impressionne vraiment chez la polonaise. Voilà. Et elle porte le cyclisme polonais parce que ces derniers temps, on ne peut pas dire que le cyclisme polonais soit au top de sa forme. En plus, on a Kwiatkowski, on a également Maïka qui va prendre sa retraite. Kwiatkowski quand même plus proche de la fin que du début. On a perdu également le coureur qui était chez Total. J'ai oublié, qui a été coéquipier de Sagan, qui était également polonais. Je ne vais pas retrouver son nom, mais peut-être que ça me reviendra. Du côté de cette formation, peut-être que si je vais là, ça va me revenir, hein, vous inquiétez pas, ça c'est Alzheimer, hein, c'est précoce, ça arrive tôt. Total Energy, que je vais retrouver ici, si on prend l'équipe Total d'il y a quelques années, de 2022. Bonnard, voilà, qui a pris également sa retraite. C'est vrai qu'on a une génération là qui s'arrête et on peut pas dire qu'on ait un renouveau en ce moment du cyclisme polonais. Donc c'est vrai que c'est elle qui porte vraiment le cyclisme polonais masculin et féminin, parce que Mareczko c'est également compliqué. Il y a toute une génération qui est en train de s'arrêter. Il n'y a que Agnolowski aujourd'hui quasiment, de très performants, deux performants. Mareczko c'est quand même plus proche de la fin que du début, et vous avez encore Agnolowski, mais c'est vrai qu'on est sur une génération qui est au bout, hein, bout du rouleau, au bout du bout, du côté de cette formation. Et aujourd'hui c'est devenu plus compliqué, voilà, pour le cyclisme polonais. Et heureusement que vous avez une Niewiadoma. C'est vrai que si on regarde Niewiadoma sur les dernières années, cette année est presque sa plus mauvaise année. Presque, c'est pour vous dire. Et oui, elle est au top depuis 10 ans, quoi. Depuis 10 ans, elle est au top. Et ça, c'est quand même extraordinaire à ce niveau-là, de réussir à tenir autant la baraque. Parce que c'est loin d'être facile. Elle aurait pu s'écrouler à un moment, et elle s'est absolument pas écroulée dans sa carrière. Parfois, elle s'est retrouvée dans des situations où, quand elle est chez Rabobank en 2016, elle continue dans la même structure. À l'époque, elle reste chez Rabobank qui perd son sponsor. Donc c'était loin d'être facile. Alors que d'autres filles, elles avaient décidé plutôt de partir. Elle a continué dans cette formation-là avec Marianne Vos. Bon, ensuite, elle a changé de crèmerie au bout d'un moment. Elle a rejoint la Canyon SRAM. Et elle est à Canyon SRAM quand même depuis 2018. Elle n'a été que dans 2 équipes différentes, hein. La Rabobank, structure Rabobank Live, et la Canyon SRAM. C'est quand même très impressionnant de sa part. Cette longévité-là au haut niveau est quand même vraiment assez extraordinaire. Et puis elle a remporté quand même toutes les grandes courses où elle a été dans le top 5 de toutes les grandes courses du calendrier. Ça aussi, c'est pas anodin, hein. Peu de filles ont réussi à faire ça pendant toute leur carrière, donc bravo à Niewiadoma. Fischer Black, elle finit très très bien, je trouve, ce Tour de France. Je me dis même qu'elle a tenté de suivre peut-être un peu trop longtemps, là encore, les accélérations de Vollering et Pauline Ferrand-Prévot, qui lui coûte un peu sur la fin. Mais pour moi, Fischer Black, c'est vraiment la fille qui a été... c'est la fille du week-end, je dirais.
C'est la fille qu'on n'attendait pas forcément avec Wlodarczyk, mais elle finit tellement bien. Alors je trouve qu'elle finit un peu mieux que Wlodarczyk sur ce dernier week-end. Mais ouais, très bien du côté de Fischer Black, ça va peut-être enfin lui permettre de prendre de la confiance dans ce collectif Lidl Trek, de prendre de l'importance dans ce collectif Lidl Trek, qui est en phase de transition, hein, comme on le disait, on a perdu Longo Borghini, il faut tenter de reconstruire. Et dans cette année qui n'a pas été facile pour la Lidl Trek, ils ont été quand même assez peu visibles aux avant-postes, parfois avec des gros ratés en termes de stratégie sur les classiques flandriennes. Eh bien, je trouve que de voir une Fischer Black 4e, c'est intéressant, c'est peut-être une fille sur laquelle on pourra compter, sur laquelle on pourra construire dans les années à venir un projet de qualité. Donc ça, c'est très intéressant à suivre. Mais voilà, très beau dernier week-end de Fischer Black. Moi qui avais des doutes sur Fischer Black, j'avais exprimé mes doutes sur la concurrente néo-zélandaise. Et bien là, ce dernier week-end en haute montagne a été très intéressant. Ce qui veut dire qu'elle doit encore travailler sur certains domaines. On peut penser peut-être sur la moyenne montagne, où c'est là on l'a vu peut-être un peu plus en difficulté, sur cette capacité à changer de rythme, sur cette capacité à aller loin dans l'effort, à repousser on va dire ses limites au niveau aérobie. Mais sinon pour le reste, c'est déjà du très très haut niveau, donc très intéressant. Fischer Black, rapidement Wlodarczyk aussi très bien. Et puis je termine avec Franziska Kor. Pourquoi je mets Franziska Kor au top? Parce que malgré tous les efforts qu'elle a réalisés cette semaine, et elle en a fait, hein, Franziska Kor, énormément à l'attaque, elle finit quand même 22e de ce tour, de cette étape, bien plus loin au classement général de ce Tour de France, mais 22e de cette dernière étape, alors qu'elle a fait tellement d'efforts pendant toute la semaine. Ça, c'est quand même assez formidable. Moi, très clairement, je l'aurais mis combatif de ce Tour de France. Je veux pas être méchant, mais c'est vrai que Skiban, techniquement, n'a été à l'attaque que 3 jours. Enfin 4, avec l'étape en Bretagne. Elle était en... Franziska Kor, c'est tous les jours, elle a été parmi les premières attaquantes. Alors des fois ça n'a pas marché, des fois elle n'a pas réussi à prendre la bonne échappée, mais elle était tous les jours à l'attaque. Tous les jours. Et moi, pour ça, je l'aurais mis très clairement combative de ce Tour de France. Et elle a fait quand même un très bel été, parce que championne d'Allemagne, donc le 28 juin dernier, 5e du Tour de Belgique, voilà, en faisant un très beau contre-la-montre à Mal de Gem, et puis un Tour de France où elle a été aux avant-postes tous les jours à l'attaque. Et bien, moi je trouve que c'est quand même pas mal ce que nous a proposé Franziska Kor sur ce Tour de France. Donc c'est pour ça que je voulais la mettre en avant. Je viens d'apprendre qu'elle avait un frère, qu'elle était la sœur de Michel Kor, qui a été coureur notamment chez Cannondale à l'époque de Sagan pendant 2 ans. Et il a été dans l'équipe Radnet également. Alors qu'est-ce qu'il avait fait comme résultat en 2014 il avait été 9e des championnats du monde. Aucun souvenir. Et il avait fini, il avait fait le Tour d'Italie, où il avait pris la 7e place du contre-la-montre à Belfast. Et c'est un peu tout. Et c'est sa meilleure saison. Hein. Donc, on ne peut pas dire que c'est un coureur qui est marqué énormément. Il avait fait 11e de la Bruxelles Cycling Classic, voilà, en 2014. C'est pas un mec qui a énormément marqué par son talent pendant ces 2 années chez les professionnels. Mais voilà, il a été en World Tour. Pendant ces 2 années en World Tour, mais il a été en World Tour. Ça, tous les coureurs ne peuvent pas dire la même chose. Important de le signaler. Eh bien, on passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne du jour, bien entendu, Giganti. La technique sur le vélo, il y a un moment, c'est obligatoire. Le cyclisme, ça se gagne pas forcément dans les descentes. Ça se gagne parfois gagner dans les descentes, mais c'est quand même plus rare. Par contre, il faut un minimum de bagage technique pour pas perdre dans la descente. Giganti l'a pas. Chez Adgen Science, il y a trop de filles qui ont des lacunes techniques. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a un vrai travail à faire pendant l'intersaison, parce qu'on en a... Ouskaziyard, c'est pareil. Hein. Elle pourra avoir d'énormes résultats aujourd'hui au niveau cyclisme s'il n'y avait pas sa lacune technique.
elles ont déjà perdu le Giro à cause d'un mauvais placement sur une étape de plat, où il n'y avait pas forcément un vent démentiel, mais où on rate le placement sur le Giro. Elles perdent elles perdent le podium sur le Tour de France, de nouveau sur de la technique. C'est frustrant aussi pour le sponsor. Parce que derrière AG Insurance, on met de l'argent, AG Insurance ou Dalteam, c'est pas le nom complet de l'équipe. Et derrière, on perd 2 grands tours, parce que sur le Tour d'Italie, elle pouvait être vraiment plus proche des meilleurs au classement général. Très facilement, elle pouvait être sur le podium du dernier Tour d'Italie. Bon, tu perds du temps sur le chrono, ok, mais elle n'est pas très à l'aise sur le chrono, elle n'est pas très à l'aise dans un peloton, et elle perd beaucoup de temps en descente, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment travailler ces erreurs-là, surtout que dans le futur, dans 2, 3 ou 4 ans, des filles qui vont avoir fait les écoles de cyclisme, on va en avoir de plus en plus. Donc des filles qui vont avoir le background technique. Vous avez vu ce petit mot anglais, il y a de plus en plus de filles qui vont l'avoir. Donc quand tu as ce déficit-là, ça va être de plus en plus compliqué. Il y a un minimum à avoir. Quand on veut jouer le classement général, aujourd'hui Giganti ne l'a pas. C'est dommage du côté d'AG Insurance, parce que là aussi on finit un peu en autre boudin. On a porté le maillot jaune avec Ligue-Mulocourt. On fait deuxième hier avec Giganté. Et sur la dernière étape, on n'arrive pas à conclure, on ne met pas la balle au fond à cause de ces lacunes. Ça doit énerver Guéquière. Mais oui, il va falloir travailler là-dessus. Tu peux pas avoir autant de lacunes, autant en fait de difficultés sur les descentes. Rien que la position au niveau des mains, ça c'est un truc qui est tout bête, mais la position sur le vélo, elle est essentielle. La position et le regard, les deux, elle ne le fait pas correctement. Ça, je pense que même si tu as du mal avec la vitesse rapide, même si tu as des appréhensions à droite à gauche, les mains, le regard, elle perd déjà beaucoup moins de temps. Là, elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, elle a des appréhensions, ok, elle est tombée peut-être parce qu'elle faisait des erreurs aussi. Et derrière, tu as les mains qui ne sont pas bien positionnées au bon endroit, tu as le regard qui n'est pas bien positionné au bon endroit. Je dis pas que la vitesse ne fait pas peur. Alors déjà, techniquement, tu es professionnel, donc tu dois avoir un niveau de professionnel dans la descente. Mais regard, main, ça, c'est pas... ça, tout le monde est capable de le faire. Et d'avoir une position un peu plus aéro, ça, tout le monde est capable de le faire aussi. Après, que tu aies du mal dans les virages, mais là, c'est pas que les virages. Là, c'est déjà la position qui va pas. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Parce que sinon, dans les années à venir, Giganti, ok, elle gagnera des arrivées au sommet, mais toutes les étapes peuvent pas être en arrivée au sommet. Elle aura les mêmes soucis que Pierre Latour, chez les garçons. Donc, il y a un moment, il faut réussir à régler ça, parce que ça va créer énormément de frustration chez elle, et ça fera une carrière qui durera aussi peut-être moins longtemps, parce qu'elle aura cette frustration-là de ne pas réussir à atteindre les sommets. Elle est capable d'avoir d'excellents résultats, mais il va falloir travailler son niveau dans les descentes. Le chat a décidé de rentrer dans la litière, alors que j'enregistre, il est 16h de l'après-midi. Donc je m'excuse pour le bruit, qui va être important dans les minutes à venir. La Phoenix de Koninck. Je trouve qu'on est passé un peu à côté, la Phoenix de Koninck. On est passé déjà à côté, je trouve, sur le Tour d'Italie. Parce que, alors oui, on fait top 10 sur le Tour d'Italie, mais quand on voit le collectif, quand on voit le talent et le niveau des filles en montagne, on a quand même 2 filles qui font partie du top 10 aujourd'hui des meilleures grimpeuses. Pour moi, c'est Rouillet-Lekers et Castelline. On rajoute à ça, du côté des filles, Puck Peters, qui est également un grand talent, qui sait grimper un petit peu. Avec ce collectif-là, Puschmanberger, on doit obtenir des résultats. Je trouve que la Phoenix de Koninck a un très bon, aujourd'hui, a un très bon collectif, parce qu'il faut rajouter à ça Alvarado aussi, il faut rajouter à ça Kuipers, donc Rouillet-Lekers, on en a déjà parlé, Schweinberger aussi. Mais il leur manque un petit quelque chose en termes de résultats. C'est vrai que c'est une équipe qui a gagné 5 victoires, en sachant que dans ces 5 victoires, il y a 3 championnats nationaux. Et il y a donc la Flèche Wallonne avec Puck Peters, qui est leur seule victoire en World Tour. Alors après, elles sont placées, les filles sont placées dans les différents classements, mais
il manque un petit truc. Et là, c'est vrai que sur ce Tour de France, bah, le petit truc qui manque, comme il y a un peu plus de densité, ça fait un classement général où la première Phoenix de Koninck, au final, elle est 9e. C'est Paulina Rouillekers. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a un bon collectif, qui a des filles en plus qui sont assez jeunes. Voilà, si tu regardes, alors certes, Rouillekers a 32, mais je pense à Castellagne, elle a 27. Donc c'est encore des filles qui ont encore un peu de progression au fur et à mesure voilà, qui peuvent encore un peu progresser peut-être. Et bon, t'as du mal à obtenir les résultats. On sait pourtant qu'il y a des moyens autour de la Phoenix de Koninck. C'est une équipe, voilà, on a quand même de l'argent, on est en World Tour, mais on a du mal à obtenir des résultats sur certaines courses, alors que je trouve que le collectif est là, mais parfois on a peut-être roulé alors qu'on n'avait peut-être pas besoin de rouler sur certaines étapes. On n'a peut-être pas tout fait à la perfection, et puis peut-être qu'on avait tout simplement des leaders qui n'étaient pas au top de leur forme. Mais oui, je trouve que c'est une équipe qui pourrait avoir mieux, qui pourrait avoir plus en termes de résultats, et que ça fait quelques temps où on a du mal parfois à obtenir des top résultats du côté de la Phoenix de Koninck. On a du mal à gagner, voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à être dans le top 5, on arrive à être dans le top 10, mais la victoire, on n'arrive pas à l'avoir. Donc c'est là où pour moi il y a une déception du côté de cette équipe. Et puis je termine avec la Movistar. En général, ça a été un Tour de France compliqué pour la Movistar. C'est vrai qu'on misait sur Marlene Reusser. Bon, ensuite, on a eu quelques étapes avec Lane Lippert, mais on a bien senti que Lane Lippert, elle était fatiguée de ce Tour d'Italie. Et puis après, derrière, on n'avait pas grand monde pour la Movistar. Alors oui, on a pris des échappées avec Magalhaes, avec Bianic, avec Meijering. C'est Meijering qui a été la plus en vue sur ce Tour de France, mais le dernier week-end a été assez transparent du côté de cette formation. Celle qui s'en est le mieux sortie, c'est presque Magalhaes. Et puis au final, sur ce Tour de France, on n'a pas eu forcément les résultats attendus, mais moi ce qui m'a gêné, c'est surtout le dernier week-end en termes de résultats qui a été assez faiblard. On a bien senti que Lane Lippert avait lâché l'affaire. Meijering, elle avait fait quand même beaucoup d'efforts sur certaines journées, donc ça a été plus compliqué, et on a traversé ce dernier week-end un peu de manière transparente. Or la Movistar, ça reste quand même une équipe où là aussi il y a des moyens du côté du cyclisme féminin, donc voilà, c'est dommage du côté de la Movistar ce dernier week-end qui n'était pas du tout en attente avec les objectifs de début de semaine, mais on aurait quand même pu s'attendre peut-être à une chouille mieux, au moins voir l'équipe un peu plus visible peut-être à l'avant de la course. Et là, je trouve que cette formation a été trop discrète de ce côté-là. On regarde tout de suite les différents classements pour conclure cette vidéo. Eh bien, Pauline Ferrand-Prévot, donc vainqueur de cette dernière étape, devant Demi Vollering, Neviadoma, Fischer, Black, Vlodarczyk. Juliette Labousse, qui a fait le travail d'équipière, prend la 6e place devant Giganti. Carbaol à 9 minutes, vous voyez, pour la 8e place devant Rouillekers. Et Gontova, Émilie Morier, 12e, juste derrière Anna Van der Breggen. Le classement. Alors, il faut savoir que toutes les filles ont fini dans les délais. Ça s'est joué à pas grand-chose pour Emilia Faline et Flora Perkins. C'est qu'on avait perdu Chloé Deigert, qui avait fait un énorme boulot pour être dans les délais la veille, mais qui avait extrêmement mal à sa jambe. La jambe qui avait été touchée par la chute du côté des championnats du monde à Imola. Et puis donc Brody Chapman, Teruel, elle a abandonné avec Gladys Verhulst du côté de cette étape. Le classement général de ce Tour de France, donc vainqueur Pauline Ferrand-Prévot, première française à s'imposer depuis Jeanne Longo, mais avec même depuis Catherine Marsal. Est-ce qu'on compte la victoire ou non de Catherine Marsal? C'était le Tour de la CEI à l'époque, de la CEE, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais qui était la suite, on va dire, du Tour de France. Vollering, donc deuxième devant Neviadoma, Vlodarczyk, qui prend donc une très belle 4e place devant Fischer Black. Et ce qui permet à UAE de s'en sortir extrêmement bien sur ce Tour de France malgré l'abandon d'Alisa Longo Borghini. Giganti 6e devant Labousse, Carbaol, Rouillekers, Music, et donc Van der Breggen qui finit top 11. Voilà, du côté des Françaises. Maëva Skiban qui prend la 15e place au final grâce à sa performance sur sa dernière étape. Et Faline donc finit lanterne rouge de ce Tour de France avec la 124e place à 2h54 de Pauline Ferrand-Prévot.
Prévost. Du côté du maillot vert, Vibus, Marianne Vos, au final il y a eu assez peu de changements. Voilà, du côté de ce classement sur les derniers jours de course. Bon, Vibus a pris quelques points je crois sur le sprint intermédiaire. C'est ça, elle avait pris la deuxième place aujourd'hui pour sécuriser ce maillot vert. Du côté donc devant Vos, Vollering, Le Cours et Van der Breggen. Le classement de la montagne, donc remporté par Alice Chabet devant Vollering et Skiban. Voilà, dans ce classement, Pauline Ferrand-Prévot 4e devant Van der Breggen. Le classement du meilleur jeune, c'est Vinke, de la meilleure jeune, pardon, c'est Vinke qui s'impose assez largement devant Ticia Rio et Julie Bégaud. Dommage qu'on ait eu que 11 filles pour se bagarrer dans ce classement. Et puis le classement par équipe remporté par la FDJ Suez assez largement devant la AG Assurance, Avisma, la Canyon et la Lidl Trek. Du côté de ce classement pour les autres formations françaises, Arkea 14 devant la Wingspace, 17e, 18 pour la Cofidis et 21e pour la Saint-Michel. On regarde également le prize money récupéré sur ce Tour de France Femmes. Alors il y avait 259 000 € en jeu. On n'a pas donné plus que l'an dernier. Comme pour les garçons, il faut savoir que pour les garçons, la dernière hausse au niveau des primes de course c'était 2019. Depuis, ASO fait quand même beaucoup plus de bénéfices, hein, donc c'est pas à redonner aux coureurs. Et du côté des filles, on a donné plus d'argent, mais tout simplement parce qu'il y avait des étapes en plus. On était à 9 étapes contre 8 l'an dernier, ce qui a changé également la répartition des sous. Visma, 76 000 €, mais en sachant que 50 000 € juste pour la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. On retrouve ensuite la FDJ Suez, on remporte un maillot, plus la deuxième place et la très belle position également de Juliette Labousse au classement général. Donc ça va être beaucoup, plus le classement par équipe, 53 810 000 €. UAE 3e, grâce aux 2 victoires de Maëva Skiban devant AG Assurance et SD Works. Seulement 5e SD Works. Au final devant la Canyon et la Lidl Trek. Du côté des équipes françaises, vous voyez, pour les autres équipes françaises, la Arkea donc, remporte 2 630 €, la Cofidis 2 200 € de prime. Et pour Saint-Michel, on a 460 €, donc répartis par 7 filles, plus le staff, plus ça fait pas grand chose, ça fait un café à la fin presque. La Wingspace finit avec 290 €, la Uno X qui a fini à 2 termine avec 490 €. Et puis vous voyez la Roland, l'équipe Roland qui est World Tour, hein. C'est toujours incroyable que cette équipe passant en World Tour finit avec 320 €. Parce que je dis c'est toujours incroyable parce que la Roland n'a absolument aucun résultat, je crois, depuis sa création. Il y a même une époque où c'était Israël qui était partenaire de la Roland. Mais cette année, voilà, les seuls résultats ont été obtenus quand même sur des courses au Salvador. Donc cette équipe-là, je pense, n'a rien à faire en World Tour depuis de nombreuses années. Mais bon, quand on met de l'argent dans l'équipe, on continue à ce que cette équipe soit en World Tour. Alors que, bon, en termes de résultats, c'est quand même très souvent le niveau 0. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour le Tour de France Homme encore, parce qu'on aura les débriefs, le conseil de classe et les points. Et puis, il y aura peut-être quelques vidéos dans la semaine. Voilà, pour ce début du mois d'août. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amec Productions. Ciao, ciao!